Nous allons parler dans cette vidéo d'optimiser son temps. Si seulement les journées duraient 48 heures, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire, tout ce que je dois faire. Je cours après le temps. Moi, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour faire autre chose, pour faire du sport, pour sortir, pour faire des choses amusantes pour moi. Je dois absolument m'occuper de tout ce que j'ai déjà à faire. Alors là, je suis débordée, j'y arriverai jamais. Je suis incapable de respecter mon planning de révision. Ah, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter le sport parce que faute de temps. Je n'y arrive pas, je suis débordée, j'ai trop de choses à faire. J'en peux plus. C'est souvent des phrases que j'entends et que j'entends régulièrement autour de moi, que ce soit dans un domaine professionnel ou personnel. Et c'est vrai qu'on doit tous et toutes jongler entre nos différentes fonctions. Fonctions professionnelles, nos fonctions de père ou de mère, nos fonctions d'épouse ou d'époux, nos fonctions de fille ou de fils, de frère ou de sœur, d'amis, de collègues ou encore d'amant ou d'amante ou de maîtresse. On a tous des plannings. On a des plannings, des rendez-vous de travail, des rendez-vous avec des amis, des rendez-vous de médecins, des anniversaires, des mariages, des enterrements, des baby showers, des enterrements de vie de garçon ou de vie de jeune fille, des SMS, des mails auxquels il faut répondre dans la minute. Au cas où la personne, sinon peut-être que la personne en face va penser qu'on l'a oublié ou que peut-être en fait on ne travaille pas vraiment si on n'a pas répondu assez rapidement. Des entraînements, des matchs, des spectacles, des rendez-vous pour les enfants, des rendez-vous pour les parents, pour des réunions, des dossiers, des projets, des budgets à gérer, des factures à surtout pas oublier de payer, des promesses à tenir, des amis à soutenir, une maison à entretenir, des visites chez le garagiste, bref, on a tout un tas d'activités qui s'alignent les unes après les autres durant notre journée et qui remplissent nos journées complètement du début à la fin. La question, ça va être de comment faire pour pas avoir l'impression que tout ça nous envahit, que le temps file trop vite et qu'on n'a pas le temps et qu'on n'y arrivera jamais et qu'on n'y arrivera pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour pas se mettre la pression, pour respecter les engagements qu'on a pris, pour être tout le temps présent auprès des personnes qui nous invitent, qui nous demandent d'être présent? Comment est-ce qu'on peut faire pour pas paniquer ou être tenté de tout lâcher quand un imprévu débarque alors qu'on avait planifié à la minute près notre journée et que d'un seul coup quelque chose tombe et vient tout casser? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'en vouloir parce qu'on ne respecte pas notre planning, parce qu'on n'est pas à l'heure à nos rendez-vous, parce qu'on n'est pas en train de respecter les délais qu'on s'était imposés et pas s'en vouloir parce qu'on a oublié une chose qu'on devait faire? Ça va être un petit peu ça, le but de cette vidéo-là, c'est de se rendre compte que quand on vit tout ça, quand on vit tous ces reproches incessants, ces pressions qu'on se met, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. Est-ce que du coup, pour se détendre, il faudrait changer l'extérieur, il faudrait modifier notre planning, il faudrait renoncer à certaines choses, puis comme par hasard, ça va être nos envies plutôt que nos devoirs? Est-ce qu'il faudrait réorganiser pour la millième fois notre planning? Alors, on va essayer, on va le reprendre, on réorganise. Alors attends, quand est-ce que je fais ça? Est-ce que je peux faire ça comme ça, dans cet endroit-là? Puis on va prendre du temps pour organiser notre planning comme si on pouvait rajouter 4 heures dans notre journée et comme si tout allait rentrer d'un seul coup dans l'ordre et qu'on allait réussir à faire tout ce qu'on avait prévu de faire, mais en une seule journée de 24 heures, comprenant le fait qu'on dorme accessoirement. Donc, moins de 24 heures. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quand on réorganise tout, est-ce qu'on est plus détendu? Non, on reste tendu. On peut aussi avoir envie de tout lâcher. On lâche tout, on renonce à tout, on abandonne. Généralement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est plus détendu que quand on abandonne ou est-ce qu'on est toujours aussi tendu? Toujours aussi tendu. Donc, il va falloir qu'on règle la cause de notre problème. Il va falloir qu'on trouver la véritable source de notre tension. La véritable source qui est peut-être pas forcément à l'extérieur de nous, mais qui est plutôt, malgré les apparences, à l'intérieur de nous. Si on ne peut pas changer de vie, on peut par contre changer notre manière de la vivre, notre manière de l'aborder, notre manière de l'organiser. Ça va être ça l'idée. Je rappelle juste que quand notre mental, notre ego, notre petit vélo, notre hamster est présent, notre corps nous envoie une tension. Un signe de la présence de notre mental dans notre corps, c'est une tension. Une tension physique, une tension palpable, une tension qui peut être une boule au ventre, qui peut être la mâchoire serrée, les mains moites, ça peut être une boule à la gorge, ça peut être les épaules tendues, la nuque qui se crispe, des tensions dans le dos, ça peut être des douleurs dans les articulations, ça peut être des tremblements des mains, ça peut être des tremblements à l'intérieur ou des tremblements même des mains extérieures.
Tout ça, c'est tout notre corps qui va nous dire « Ouh, là, t'es dans le mental. T'es plus en train d'être toi, tu es avec ton mental, en train de planifier, d'organiser, de stresser, de t'inquiéter par rapport à tout ton planning. Reviens dans mon présent, commence à revenir à t'occuper de toi, éteins ton mental et reviens là, ici, maintenant. » Si on n'écoute pas ces signes de tension, qui sont des signes de tension courantes, j'ai envie de dire, dans notre quotidien, si on n'écoute pas, le corps, il va monter le volume. Il va dire « Ah oui, tu n'entends pas, bah alors on va augmenter encore plus. » Et là, on va commencer à avoir différents symptômes, tels que des maux de tête, une fatigue importante, la perte, on a l'impression qu'on perd la mémoire, qu'on ne se souvient plus de rien, qu'on n'arrive plus à se concentrer sur les choses. On a des insomnies, des réveils nocturnes, on peut avoir une perte de cheveux importante, perte d'envie et de se sentir plus irritable. Tout ça, cette tension-là, en fait, que subit notre corps, va mettre à mal notre système immunitaire. À un moment donné, notre système immunitaire va être fatigué et va plus faire son travail. Et c'est là où on va attraper le moindre petit virus. Ah, moi, j'en suis à ma 3e sinusite depuis le début de l'année. La moindre petite bactérie, le moindre microbe qui passe et hop, on va tomber malade et on va l'attraper et on va tomber malade. Donc notre corps, lui, il faut savoir qu'il arrive très bien à subir des périodes de stress. Il est très bien fait pour pouvoir subir ces stress qui arrivent, ces plannings surchargés qui nous stressent. Pour autant que, par moment, dans la journée et régulièrement, on s'amène des périodes de détente, des périodes de repos compensatoire. Et ça, c'est important et c'est souvent ce qu'on oublie de faire, ce qu'on oublie de placer dans notre planning, ce qu'on oublie en fait de s'apporter, c'est ces périodes de repos compensatoire. On va juste revenir là, ici, maintenant, plutôt que d'être tout le temps dans le futur et dans ce qui nous reste à faire, dans tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas fait par rapport à notre passé et tout ce qui nous reste encore à faire par rapport à notre futur. Donc c'est vraiment important dans nos plannings chargés et surchargés, mettre en place des moyens de s'apporter cette détente afin de pouvoir optimiser notre temps, de mieux vivre nos plannings et d'être plus efficace. C'est ce qu'on va voir par le biais de 2 exemples que je vais vous amener. Tout d'abord, il y a Joanne, 44 ans. Elle vient me voir parce qu'elle est à bout physiquement. Elle est à bout moralement. Elle a des gros soucis de digestion, elle ne peut plus rien avaler, elle a tout le temps mal au ventre, elle a des gros coups de fatigue pendant la journée, elle se sent angoissée, elle se sent tout le temps sous stress et elle pleure très souvent maintenant depuis environ 1 année. Ça s'est empiré ces 6 derniers mois, elle m'a dit, et ces 6 derniers mois, c'est devenu de pire en pire, de plus en plus intense, au moment en fait de la dépression de son mari. Donc son mari, elle est mariée depuis 6 ans avec un homme qui a perdu son travail et qui, arrivé en fin de chômage, de fin de droit de chômage, a fait une grosse dépression dans laquelle il a été complètement hors service. Et durant cette dépression, il est même passé par une période de violence assez importante envers elle, violence physique et verbale envers elle et envers ses filles. Joanne a 4 filles, dont 3 qui sont d'un premier mariage et une qu'elle a eue durant son union avec cet homme. C'est une maman très dévouée, elle est toujours disponible pour ses filles, elle fait tout pour être la meilleure des mamans, elle est très exigeante d'ailleurs avec elle à ce niveau-là. Et le truc, c'est que comme son mari a perdu son travail, elle a été obligée de retravailler et du coup, elle a repris son ancien travail qu'elle adore, qui la passionne. Elle est architecte d'intérieur dans un cabinet d'architecte familial. Ses filles, elles vont dans 4 écoles différentes et son mari ne faisant plus rien à la maison, elle gère tout toute seule. Elle me dit que bon, bah, c'est ses choix, elle a toujours eu envie d'avoir beaucoup d'enfants, c'est ses choix, elle retravaille dans quelque chose qu'elle aime, donc ça, elle ne veut surtout pas l'arrêter. Donc elle les assume complètement. Ce qui est un peu plus dérangeant, c'est que son mari passe son temps à la rabaisser, passe son temps à lui dire que c'est pas bien, que ce qu'elle fait c'est pas assez bien, qu'elle est jamais à l'heure, qu'elle a encore oublié de faire ça. Donc c'est quelque chose où elle se met la pression, mais aussi où elle la subit de la part de la personne en face avec laquelle elle vit. Elle se rend bien compte que physiquement elle est à bout, elle se rend compte qu'elle ne se respecte pas du tout, mais elle n'a aucune idée de comment faire autrement, elle ne voit pas de solution et c'est ce qui fait qu'elle est complètement désespérée par rapport à sa santé et par rapport à son planning. Elle dit, de toute manière, j'ai pas le choix, j'ai 4 filles, j'ai un mari qui fait plus rien, c'est comme ça, je dois assumer, je dois payer les factures, donc j'ai pas le choix, j'avance. Sauf qu'elle se rend compte que son corps en fait est en train de la rattraper. Et que son corps est en train de lui passer un message qui n'est pas un message bravo, tu fais tout bien et c'est parfait, mais plutôt un message de dire là,
il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose que je fais, c'est d'attirer son attention sur le fait qu'elle m'a parlé pendant 1h30 de ses fonctions, de quelle mère elle était, quelle épouse elle était, quelle employée elle était, quelle architecte elle était, et qu'en fait, je n'ai pas entendu parler d'elle. Dans tout ça, la seule chose que j'entends, c'est que son corps la lâche, mais j'entends absolument pas parler d'elle. Elle n'est pas là, elle n'existe pas. Elle n'est plus qu'un résumé de fonctions. Et ma question, c'est, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites pour vous? Et donc, elle me dit, oui, je fais 1 heure de piano par semaine. Ça, j'adore, c'est mon moment à moi. Je trouve ça génial, mais même encore là, on vient me solliciter et encore là, en fait, je me rends disponible pour les autres. Et je suis sollicitée en permanence et puis c'est une lutte. Et puis, en définitive, ça devient même plus agréable de faire cette heure de piano parce qu'en fait, même pendant ce moment-là, je ne suis pas toute seule et je ne peux pas m'occuper de moi. Donc j'entends beaucoup d'exigences aussi dans les fonctions de Joanne. Elle est très exigeante avec elle-même, elle est tout le temps en train de m'expliquer ce qu'elle pourrait faire de mieux, ce qu'elle essaye de faire au mieux et ce qu'elle n'arrive pas à faire. Et donc ça c'est signe pour moi d'un mental qui est très fort. Et donc je lui propose en fait de s'apporter un petit peu plus d'attention à elle, de s'accorder des petits moments de détente durant sa journée. Des moments de répit où elle lâche un petit peu ses fonctions, où elle lâche un petit peu ce qu'elle doit faire, ce qu'il faut faire. Elle lâche un petit peu son planning et juste s'accorder des petits moments de détente. Alors là, je vois les yeux de Joanne qui s'agrandissent et qui se dit « Non mais attends, vous n'avez pas compris là, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de moi. » Et ça, c'est important. Parce que on a souvent tendance à se dire je ne peux pas m'occuper de moi, je ne peux pas m'apporter de l'attention, je ne peux pas m'apporter de la détente parce que je n'ai pas le temps. Comme si pour s'occuper de soi, il fallait au moins avoir 1 heure de libre dans sa journée pour faire une méditation, pour faire du sport, pour aussi essayer de prendre un bain et de se détendre dans son bain. Alors moi je dis souvent oui, mais vous pouvez prendre un bain pendant 1 heure. En étant complètement focalisé, votre attention portée sur tout ce qui vous reste à faire, tout ce que vous n'avez pas encore fait. Est-ce que vous pensez que votre bain, au bout d'1 heure, vous allez être tendu ou détendu? On reste tendu. On sera tout fripé, mais on sera tendu. Puis en plus, le pire, c'est que comme on s'est accordé 1 heure, à partir de là, on n'a plus le temps de s'occuper de soi, de commencer à s'écouter, parce qu'on a déjà pris 1 heure, on a raté tout ça, et parce qu'on s'est pris 1 heure, maintenant il va falloir rattraper tout ce qu'on aurait pu faire dans l'heure où on s'est occupé de nous. L'idée, c'est pas ça. Porter de l'attention à soi, ça demande 0 temps, 0 énergie. 0 temps et 0 énergie. Je le maintiens, 0 temps, 0 énergie. Porter son attention à soi, c'est juste simplement porter son attention à une partie de notre corps. 1 minute, 1 seconde. Porter notre attention à nos orteils. De dire, ok, je sens mes orteils qui bougent. Là, ici, maintenant. Quand je porte mon attention à mes orteils qui sont en train de bouger et que je sens mes orteils qui bougent, une partie de mon corps physique ou alors un sens, quand je sens le goût que j'ai dans la bouche, les sons qui m'entourent, quand je suis vraiment en attention d'un sens ou d'une partie de mon corps, je suis plus en attention de ce qui me reste à faire dans le futur, de tout ce que j'ai pas fait et ce que j'ai mal fait. Je suis plus en attention des autres et des attentes des autres, de ce qu'ils attendent de moi, de ce qu'ils espèrent de moi et des deadlines qu'on vient m'imposer. Je suis juste en attention de là, ici, maintenant, mes orteils qui bougent ou les sons que j'entends autour de moi. Et ça va permettre d'éteindre le mental, de revenir là, ici, maintenant et de s'apporter une détente. Si je prends l'exemple du bain, au lieu de faire un bain en étant dans notre mental qui va nous coûter du temps et qui va même pas réussir à nous détendre, l'idée c'est de porter notre attention, de faire une douche, même aussi rapide qu'elle soit, mais de la faire en étant en attention de l'eau qui coule sur notre peau, ou de la faire en étant en attention de l'odeur du savon, de l'odeur du shampoing, vraiment d'être juste là, ici et maintenant. Éteindre son mental, c'est faisable partout, n'importe quand, en face de n'importe qui, et ça nous prend 0 temps et 0 énergie. Par contre, on peut le faire 1000 fois par jour. La seule chose que ça risque de faire, c'est qu'on va être beaucoup plus concentré dans le moment présent, on va lâcher notre mental qui nous explique qu'on a encore plein de choses à faire, et puis qu'en fait, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va juste être concentré là, ici, maintenant, dans le moment présent, et du coup être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant ou beaucoup plus performante, réussir à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire là, ici, maintenant, et de le faire de manière quelque part plus rapide, plutôt que d'être tout le temps en train de penser à plein de choses et de se dire « mince, j'ai oublié ça ». On dit quand
quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Ça veut dire qu'on court partout parce qu'on est complètement déconcentré par notre mental et par nos pensées. Donc vraiment, éteindre son mental, c'est la première chose que je propose à Joanne, de juste prendre ces secondes, ces millisecondes, mais 1000 fois par jour, durant lesquelles elle va porter son attention à elle, revenir là, ici, maintenant, plutôt que d'être dans les peurs et dans le futur, ou dans les regrets, les culpabilités et le passé. C'est ce que Joanne, elle commence à mettre en pratique. Elle se rend compte que c'est pas mal, qu'en fait, ça commence, elle récupère un petit peu d'énergie, elle dort un petit peu mieux, elle digère un petit peu mieux, surtout elle arrête de se mettre, elle a l'impression qu'elle arrête de se mettre la pression, comme on dit, donc elle cesse de se juger et elle accepte plus ou moins régulièrement de ne pas faire tout juste, tout bon, de ne pas être parfaite. Et elle se rend compte surtout qu'elle est rapidement beaucoup plus efficace au travail, ce qui fait qu'elle fait les choses plus vite, de manière tout aussi bien, voire même mieux, plus concentrée, et ce qui lui fait gagner du temps pour pouvoir finir son travail parce qu'elle est indépendante un peu plus tôt et s'accorder un peu plus de temps pour elle, pour passer à sa vie de famille après. C'est un bon début, mais ça n'arrange pas tout. Joanne, elle se rend compte qu'elle a des émotions, que plus on éteint notre mental, plus on va être en contact avec nos émotions. Donc en fait, c'est pas parce qu'on éteint le mental et qu'on revient dans le présent qu'on va être détendu. On va enlever une partie des tensions, mais il va nous rester des tensions liées au fait qu'on ressent des émotions de joie, de colère, de tristesse, et que si on s'en occupe pas, on va sentir cette tension-là parce que c'est notre corps qui est en train de nous dire « Oh, t'es en colère, sors, laisse sortir la colère, laisse sortir la tristesse, laisse sortir la joie, vis tes émotions. » C'est ce qu'un enfant fait, c'est ce qu'on a toujours su faire. Et c'est ce que le mental veut surtout nous empêcher de faire. C'est son travail, c'est son job. Donc, Joanne, elle se rend compte qu'en fait, elle est sacrément en colère par rapport à ce qui se passe. Elle trouve très injuste d'être seule. Elle se reconnaît le droit d'être en colère par rapport au fait d'avoir ce planning-là interminable et qu'elle en veut plus et qu'elle en a marre. Et elle se rend compte qu'elle est aussi en colère par rapport à simplement au fait que, en fait, elle se retrouve en échec en permanence. Elle n'arrive pas à tout gérer. Et c'est simplement impossible. Donc, elle va commencer à apprendre à exprimer, reconnaître, ressentir, exprimer ses émotions de joie, de colère, de tristesse, là entre autres de colère, et à les exprimer dans sa chambre avant d'aller se coucher quand son mari n'est pas encore là, ou de les exprimer, de profiter de ses trajets en voiture, de ses déplacements entre le travail, la maison, les écoles, parce que ses filles sont quand même dans 4 écoles différentes. Et profiter de ces moments en fait où elle est seule pour pouvoir exprimer pour se faire du bien, la colère et la frustration qu'elle vit au quotidien par rapport à son planning. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'éteindre son mental, de rester en tout cas plus longtemps dans ce moment présent parce que en étant dans le moment présent, en ayant vidé nos émotions, on n'a plus ce truc-là qui fait que ça revient et puis hop, vite, il faut vite éteindre nos émotions avec notre mental. Donc c'est plus facile de rester dans le moment présent et du coup de recommencer à contacter nos envies. Joanne, elle commence à se rendre compte qu'elle a des envies, qu'elle est une personne à part entière, qu'elle n'est pas que des fonctions, qu'elle a aussi, elle est suffisamment en contact avec elle pour être créative, pour trouver des solutions, pour avoir envie de réorganiser, récupérer son énergie, pour réorganiser en fait son planning, pour réorganiser son planning de la journée et son organisation familiale, mais en se prenant en considération, en se prenant en compte et en envisageant éventuellement de recevoir de l'aide extérieure parce que jusqu'à présent, il fallait qu'elle soit performante, il fallait qu'elle gère, qu'elle assume le fait qu'elle ait voulu des enfants et ça l'empêchait en fait d'aller chercher de l'aide extérieure parce que c'était un échec pour elle. Ça, c'est tout le jeu du mental. Donc, on s'installe ensemble une fois et on regarde sa semaine heure par heure. Comment est-ce que est organisée sa semaine, une semaine classique, avec aussi l'idée que comme Joanne, elle se prend un peu plus en considération, elle n'est pas non plus en train de se juger si d'un seul coup elle laisse ses filles se débrouiller seules. Elle n'est plus obligée d'être une mère parfaite, omniprésente pour ses filles, parce que sinon ça veut dire qu'elle n'est pas une bonne maman. Donc le fait d'éteindre le mental permet aussi de s'enlever des pressions qu'on se met à nous-mêmes, enfin que notre mental nous met, et de se rendre compte que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas si importantes, desquelles on pourrait en fait se débarrasser et qu'on a aussi le droit de pouvoir recevoir de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bonne ou pas bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant, mais ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il y a une logistique à tenir et que c'est un des moyens logistiques pour pouvoir
mieux gérer son planning que de se faire aider ou de déléguer ou de faire des choses comme ça. Donc en fait, on regarde son planning heure par heure. Et là, c'est assez intéressant parce que Joanne, elle se rend compte de deux choses. La première chose, c'est qu'elle ne mange pas, en fait. Elle mange très peu. Que quand elle mange, elle est en train de faire autre chose. Elle est en train de faire à manger pour ses filles. Elle grignote un peu vite fait le soir. Qu'elle mange au boulot à midi, vite fait, tout en discutant des projets. Et que le matin, bah, elle est en train de préparer le petit déjeuner de ses filles. Et puis qu'en fait, qu'elle avale un jus de fruits. Puis c'est tout. Puis en fait, elle se rend compte qu'elle ne mange jamais. Qu'elle ne mange jamais en étant assise, à table, à juste être concentrée sur ce qu'elle est en train de vivre là, ici, maintenant, en écoutant de la musique, ça c'est ce qu'elle adore. Bah, elle le fait jamais en fait. Elle s'accorde jamais ce moment-là où elle est seule en train de manger, c'est 15 minutes pour manger, où elle va sortir du travail, être juste avec elle en train de manger. Donc ça, elle le fait jamais. Donc elle se rend compte en fait que c'est peut-être pas pour rien, que son corps au niveau digestif, en tout cas, lui dit pas bravo et pas en train de lui dire c'est bien, tu fais tout juste par rapport à toi. La deuxième chose dont elle se rend compte en faisant ce planning, et on le prend vraiment minute par minute, heure par heure, c'est qu'en fait, le maximum de temps dans lesquels elle est seule, parce que les trajets en voiture sont très courts entre l'école, le travail et la maison, parce que son travail et la maison sont vraiment à côté, elle a maximum par jour, seule, 13 minutes. Et je ne mens pas, 13 minutes. Donc ça a été un petit peu le choc pour Joanne. Je dois avouer que quand on voit ça comme ça, pour moi aussi, c'était impressionnant de voir 13 minutes par jour. Et c'est le jour où elle a le plus de temps. Et donc là, elle se rend compte que peut-être qu'il serait temps de changer les choses. Et rien que le fait de se rendre compte à quel point elle s'accorde zéro temps dans sa journée seule, bah, ça lui demande d'aller encore un petit peu plus s'exprimer et encore un petit peu plus d'aller sortir la colère qu'elle ressent par rapport à ça et de se dire mais stop, là il faut que ça change. Une fois qu'elle a vidé ça, qu'elle s'est rendue compte qu'on a fait un état des lieux un petit peu de son organisation du temps, on va prendre ensemble, faire une liste un peu de ce qui est modifiable et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas bouger, et il y a des choses qu'on peut bouger. On va essayer de se rendre compte aussi de qu'est-ce qui est défini par son mental. Je dois absolument être là pour mes filles, alors qu'en fait, les plus grandes, elles peuvent se débrouiller seules. On va se rendre compte aussi, on va vraiment lister, ok, sur quoi on peut agir, sur quoi on ne peut pas agir, sur quoi Joanne peut agir, sur quoi elle ne peut pas agir. Aussi en prenant en considération les moyens logistiques et les moyens financiers qu'elle a. Ça, c'est faisable qu'en étant dans le moment présent, en contact avec notre intelligence, notre savoir acquis et aussi toutes nos envies, nos intuitions, notre créativité. Sans ça, on est dans la panique, dans le constat que rien ne peut bouger, que rien ne va changer, que de toute manière, ce qu'il faudrait, c'est carrément changer de vie et changer de famille, et que c'est pas possible, donc c'est insupportable. Non, quand on arrive à rester dans ce moment présent et qu'elle arrive aussi à se prendre en considération, à se rendre compte qu'il y a des choses qu'elle s'impose, que son mental lui impose, dont elle peut se libérer, dont elle peut se débarrasser. Elle va trouver en fait des solutions grâce à son intelligence, grâce à son intuition, grâce à toutes ces qualités qu'elle a en elle et qu'on a tous en nous, et des solutions qui vont être créatives, inattendues, auxquelles elle n'avait jamais pensé parce qu'elle n'avait pas le temps de toute manière de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait éventuellement modifier, et de mettre en place un quotidien dans lequel elle se prend en considération. Ce qui va lui permettre en fait d'être beaucoup plus détendue rapidement. Elle va annoncer ce planning avec ces changements qui sont des changements qui impliquent toute la famille, à sa famille, mais elle va l'annoncer. Elle ne va pas dire est-ce que vous seriez d'accord qu'elle se respecte. Elle amène à sa famille, ben voilà dorénavant comment est-ce qu'on peut s'organiser, voilà comment est-ce qu'on va faire dorénavant. Et comme par hasard, toute la famille est d'accord, parce que si on se respecte, généralement les autres nous respectent. Donc, comme par hasard, tout le monde prend part au changement parce qu'il est amené d'une manière pleine d'amour, pleine de bonnes intentions, sans culpabilité, sans tension. Il est amené dans la détente et dans l'ouverture, mais il est amené d'une manière non négociable. C'est-à-dire que Joanne, elle dit, bah voilà, aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Ça allège son quotidien, ça allège le quotidien de tout le monde et ça permet à Joanne de récupérer une santé, une bonne santé, et ça lui permet aussi de pouvoir continuer à passer des moments de qualité avec ses filles qui sont planifiés, qui sont organisés pour ce qui est en tous les cas de la semaine du lundi au vendredi.
Il y a une autre situation qui nous demande en fait souvent d'organiser notre temps, d'optimiser notre temps pour qu'on ait le plus d'efficacité possible, c'est les périodes d'examen ou d'examen à l'école, ou plus largement aussi les périodes dans lesquelles on doit apprendre plein de nouvelles choses. Un nouveau poste, une nouvelle fonction, un nouveau travail, une nouvelle formation. C'est des moments dans lesquels, d'un seul coup, il y a beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à ingurgiter, et on n'y arrivera jamais. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir tout faire, continuer notre vie, plus cette nouveauté qui nous arrive dessus? C'est ce que vit Elodie qui a 23 ans et qui est étudiante à l'université en droit. Elle vient me voir parce qu'elle a complètement raté sa session d'examen à cause du stress qu'elle a avant ses examens, pendant les examens et de la culpabilité qu'elle retrouve après ses examens. Donc elle a choisi cette voie parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle a choisi le droit parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire d'autre. Elle a essayé 2 autres parcours, mais à chaque fois 2 autres orientations, et à chaque fois ses parents, elle a arrêté. Et là, ce coup-ci, ses parents lui ont mis la pression pour qu'elle aille jusqu'au bout d'une orientation et qu'elle fasse ses études jusqu'au bout. Sa scolarité jusque-là a été pas trop mal, mais elle a quand même toujours dû travailler plus que les autres à ses yeux pour pouvoir réussir et pour avoir la moyenne. Elle est fille unique et ses parents n'ont pas fait d'études. Donc ses parents n'ont pas eu la chance d'avoir les moyens de faire des études, et c'est pour ça qu'ils tiennent vraiment à ce que leur fille en fasse, pour qu'elle n'ait pas la même vie qu'eux, pour qu'elle réussisse mieux qu'eux. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très présent dans le discours d'Elodie quand elle me parle de ses études. À côté de ses études, elle travaille dans un bar, donc ça lui prend beaucoup de temps, c'est pas très bien payé, donc ça lui demande beaucoup de temps pour avoir un budget pour aider ses parents à payer justement son loyer et sa nourriture. Et donc, elle a l'impression qu'elle est complètement débordée, mais qu'elle n'a pas le choix, en fait, de travailler à côté de ses études. Et que ça c'est quelque chose qui est non négociable au moment où Elodie me parle. De toute manière, c'est comme ça, je dois faire avec. Ma question, c'est, quand elle me dit qu'elle a toujours dû beaucoup travailler, en fait, pour arriver à la moyenne, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, plus que les autres, elle doit plus travailler pour arriver à un résultat moyen? Et Elodie, elle me dit que, en fait, elle n'est pas bonne. Elle n'arrive rien à retenir, qu'elle a toujours eu des problèmes de mémoire, qu'elle n'est pas bonne, en fait, d'apprendre par cœur les choses. Et en droit, il y en a beaucoup, qu'elle est beaucoup trop stressée. Donc, j'explique à Elodie que ça, c'est le rôle du mental, en fait. Que quand on n'arrive pas à mémoriser quelque chose, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on est en train de lire ou ce qu'on est en train d'entendre, et que ça veut dire que notre mental est présent et qu'il est en train de nous couper de ce qui est là, ici, maintenant. Et que si on est dans notre mental en train de penser à plein d'autres choses pendant que le prof parle ou pendant qu'on est en train de lire ce qu'on est en train de lire, on va être incapable de retenir les choses. Donc il n'y a pas de problème de mémoire, il y a des problèmes de concentration. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 maladies qui atteignent la mémoire, la maladie d'Alzheimer, a priori ce n'est pas le cas d'Elodie, et un ramollissement précoce du cerveau, ce qui n'est pas le cas non plus d'Elodie, qui se tient bien en face de moi et qui va plutôt bien. Donc elle a plutôt des problèmes d'attention, de concentration. Et ça, c'est typiquement un signe du mental qui, lui, va nous couper du moment présent, va nous couper aussi de nos émotions et va nous couper de la personne que l'on est, donc de nos qualités, de nos envies. Le mental, c'est celui qui va nous mettre dans le futur. Donc, dans le cas d'Elodie, c'est celui qui va nous la mettre dans la peur de rater, dans le manque de confiance en elle, dans les angoisses, les anxiétés, ce stress dont elle parle avant les examens. Le mental, il nous coupe du moment présent et il va mettre Elodie dans le passé, donc dans les regrets, les culpabilités de ne pas avoir réussi, les remords de ne pas avoir assez travaillé. Il va la mettre aussi du passé vers le futur. La dernière fois, j'ai échoué, donc je vais échouer. Donc elle arrive déjà dans un niveau de tension, avec un état de tension très important, à la prochaine session d'examen, et que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rapidement essayer de casser, de manière à ce qu'elle arrive à ses examens plus détendue qu'aux derniers examens. Le mental, c'est aussi celui qui nous met dans le jugement de nous. Donc quand elle se dit qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas capable, qu'elle est nulle, qu'elle est trop bête, tout ça, c'est tout du mental de nouveau. C'est aussi le mental qui nous met dans les autres. La peur du jugement de l'autre, les attentes des autres, que ce soit les attentes de ses parents où elle se dit ah là là, mes parents ils comptent sur moi, c'est important, ils m'ont mis la pression, ou que ce soit quand elle est en face d'un examinateur, de se dire mais qu'est-ce qu'il pense,
il est en train de me juger, qu'est-ce qu'il me dit, est-ce que je suis en train de faire juste, est-ce que je suis en train de faire faux, qu'est-ce qu'il va penser quand je vais rendre mon écrit. Donc tout ça, c'est tout, de nouveau, du mental. Le mental, c'est aussi celui qui nous met dans les je dois, il faut. Je dois réussir, je n'ai pas le choix, il faut que ça marche. La prochaine session, je n'ai pas de deuxième chance, il faut que j'y arrive. Hein? Je dois continuer dans cette voie, je dois avoir telle note, parce que la voie qu'elle a choisie, c'est une voie par dépit, mais elle doit absolument, là, elle n'a plus le choix, elle doit continuer dans cette voie, et elle doit aller dans le droit, alors qu'en fait, elle n'est pas bonne. Je parle de comment elle présente la chose. Je ne suis pas bonne dans le fait de mémoriser des choses, mais je dois continuer dans cette voie, et je dois mémoriser toutes ces lois et tous ces règlements qu'il y a à mémoriser. Donc, tout ça, c'est tout du mental, en fait. Quelque chose qui peut résumer beaucoup plus simplement qu'elle est dans son mental ou pas dans son mental, voire qu'elle puisse vérifier qu'elle est dans son mental ou pas dans son mental, c'est est-ce qu'elle est tendue ou détendue. On va apprendre avec Elodie à juste se rendre compte que, ok, dès qu'il y a une tension, première chose à faire, ça veut dire qu'il y a le mental qui est présent. Je reporte mon attention à mon corps physique, je porte mon attention à mon corps sensoriel, je reviens là, ici, maintenant, pour essayer d'éliminer toutes les tensions liées au mental. Parce que simplement, comme je le disais, si on est dans notre mental, on est incapable de se concentrer. On est incapable d'entendre ce qui est dit. On est incapable de comprendre ce qu'on est en train de lire. On est incapable de se concentrer et du coup de mémoriser ce qui est en train de se passer là, ici, maintenant. Donc, première chose à faire, c'est d'éteindre son mental. C'est pas évident justement d'apprendre une quantité d'informations énorme si on n'est pas concentré, si on n'est pas capable d'être juste là, ici, maintenant, dans le moment présent. Donc, Elodie, c'est ce qu'elle va faire. Elle se rend compte qu'en fait, elle est tout le temps dans son mental, en effet, et que rien que ce petit exercice de revenir là, ici, maintenant, de porter son attention à une partie de son corps physique et de porter son attention à une partie de son corps sensoriel, à un de ses sens, ça lui permet d'augmenter son efficacité, d'être beaucoup plus concentré. C'est un entraînement, hein, c'est pas je le fais une fois et hop, ça y est, j'arrive à être concentré. C'est vraiment à force de le répéter dans sa journée, de le faire régulièrement, en prenant 1 minute par-ci, 1 minute par-là, qu'en fait, Elodie, elle se rend compte qu'en fait, elle n'a pas vraiment de problème de mémoire, mais qu'elle a plutôt, en effet, comme on l'avait expliqué, des problèmes d'attention, et que quand elle est vraiment concentrée sur là, ici, maintenant, sur ce qu'elle est en train de lire, bah, comme par hasard, elle le retient beaucoup plus vite. Donc, elle se rend compte qu'elle est capable d'apprendre plus de choses en moins de temps. Elle se rend compte aussi que son mental débarque très vite, revient très vite. Et là, il va falloir qu'on passe au deuxième pilier de la méthode Hodge, donc à la deuxième caractéristique du mental, c'est que le mental, c'est celui qui nous coupe de nos émotions. Elle se rend compte, Elodie, que sur certaines matières, c'est plus facile que sur d'autres d'éteindre son mental. Dans certains instants, c'est plus facile d'éteindre son mental et de rester concentré là, ici, maintenant, et dans d'autres instants, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport aux matières où c'est plus difficile de se concentrer? Comme par hasard, c'est des matières qu'elle n'aime pas. C'est des matières qui la saoulent, qui lui prennent la tête, qu'elle déteste, ou c'est des matières dans lesquelles elle n'aime pas le prof qui la donne, qui donne cette matière-là. C'est des moments dans lesquels, en fait, elle ressent des émotions. Si ces émotions qu'elle ressent, elle les bloque, bah elle repart instantanément dans son mental. Donc, on va commencer à apprendre avec Elodie à ce qu'elle reconnaisse qu'elle a des émotions, à ce qu'elle les ressente et à ce qu'elle puisse éventuellement exprimer la colère qu'elle ressent par rapport à certaines matières, par rapport à certains profs, aussi par rapport à ses parents qui lui mettent la pression et qui lui parlent que de ses études, de manière à ce qu'elle puisse justement évacuer tout ça, laisser sortir ses émotions, elle, pour se faire du bien, et être capable de revenir là, ici, maintenant, et de se concentrer sur le contenu qui l'a bloqué jusqu'à maintenant. Et à force de faire ça, elle se rend compte qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles elle bloquait qui étaient plus liées par rapport au prof et à la colère qu'elle ressentait par rapport au prof, et qu'en fait, il y a des matières qu'elle commence à apprécier, qu'elle trouve plus intéressantes, que c'est plus... Elle arrive à mieux les comprendre, à mieux les assimiler. En s'autorisant à faire ça, bah, elle va aussi naturellement réorganiser son planning, trouver sa manière d'apprendre. Est-ce qu'elle préfère apprendre en étant seule chez elle ou est-ce qu'elle préfère apprendre en étant dans un lieu public, dans une bibliothèque? Donc elle va trouver ses systèmes de résumé, elle va utiliser en fait sa créativité pour créer une approche personnelle de son planning de révision, de son planning d'examen, et de sa manière qu'elle a d'apprendre, de ce qui lui convient à elle,
en étant là, ici, maintenant, mental éteint, on retrouve justement cette créativité, on retrouve nos envies et on retrouve en fait notre intuition qui nous permet de développer des solutions à un problème auquel on n'aurait jamais pensé en étant dans notre mental. C'est ce que fait Elodie. Elle trouve un nouveau travail, elle se rend compte qu'en fait, elle pourrait toujours garder un travail parce qu'il n'y a pas le choix, mais que peut-être que ce serait un autre travail et que éventuellement, elle commence à en parler autour d'elle et du coup, elle trouve un travail qui lui rapporte plus d'argent en moins de temps, qui lui demande moins d'énergie, qui lui cause moins de fatigue. Et donc, elle va naturellement, avec sa spontanéité, son enthousiasme, réorganiser sa vie de manière à être beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus détendue en faisant ça. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle retrouve sa confiance en elle, sa motivation. Et elle retrouve aussi un sens à ses études parce que d'un seul coup, elle se rend compte que pour elle, en fait, c'est assez intéressant et que pour finir, elle aime bien ce qu'elle fait et qu'elle a aussi des outils pour si elle n'aime pas évacuer et ne pas bloquer et puis faire ce qu'elle doit faire parce qu'il n'y a pas le choix. Mais du coup, ça lui permet aussi de retrouver ses envies et de construire son projet professionnel et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui lui parle et que peut-être qu'elle a bien fait de maintenir ces études-là. C'était pas pour les bonnes raisons au début, c'était pour ses parents, mais que d'un seul coup, en fait, pour elle, ça commence à faire sens. Et du coup, elle a réussi ses examens pour cette session-là. Et elle a commencé à agir pour elle, pour se faire du bien, en ayant une capacité d'optimiser son temps beaucoup plus performante que ce qu'elle avait avant. Donc, c'est important de se rendre compte à quel point notre mental est une perte de temps, une perte d'efficacité. Et notre mental, en fait, nous empêche de faire beaucoup de choses et que d'éteindre notre mental en portant notre attention à notre corps physique et en portant notre attention à notre corps sensoriel pour revenir dans le moment présent, ça nous permet d'être plus concentrés, d'être en contact avec notre réflexion, notre intelligence, plutôt que d'être dans nos peurs ou dans nos pensées dans le vide. Ça nous permet de retrouver la confiance en nous, de se sentir juste, de savoir qu'on est capable plutôt que de se dire je vais jamais y arriver. Donc ça permet d'éliminer la peur aussi du jugement des autres, la peur, le jugement de soi. Ça nous permet d'éliminer nos culpabilités, nos remords, nos regrets qui nous font que pendant une demi-heure on pense à tout ce qu'on aurait dû faire plutôt que d'être là ici maintenant en train de faire ce qu'on est en train de faire. Éteindre notre mental, ça nous permet aussi de reconnaître, de ressentir et d'exprimer nos émotions de joie, de colère, de tristesse par rapport à tout ce qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on doit faire. Ça, c'est important. Ça nous permet de vraiment se rendre compte que oui, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire et ça nous énerve, ça nous agace, ça nous crispe d'être obligé de les faire. Mais plus on va exprimer nos émotions de colère par rapport à ces devoirs qu'on a, plus en fait ils vont devenir digestes et moins ils vont prendre de place parce qu'on ne va pas être en train de les ressasser, de les ruminer tout le temps. On aura évacué nos émotions et du coup, bah oui, c'est un fait, mais ça fait plus mal et puis on n'est plus en train d'essayer de lutter contre ce qu'on ressent. Ça va nous permettre aussi d'exprimer nos émotions par rapport aux deadlines qu'on nous impose ou aux deadlines qu'on s'impose à nous-mêmes avec notre mental, dans toujours ce besoin d'être performant, d'être reconnu par rapport aux autres. Ça peut nous permettre, dans le cadre de Joanne, d'exprimer aussi la colère qu'elle ressent par rapport au fait de ne pas recevoir de l'aide, de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire et en plus de s'occuper de nous. Donc, toutes ces frustrations du quotidien, éteindre le mental et reconnaître, ressentir, exprimer nos émotions de colère, c'est important pour pouvoir justement un peu alléger ce qu'on ressent en nous par rapport à notre planning. Et puis la troisième chose, éteindre notre mental, en fait, ça va nous permettre aussi de retrouver notre intelligence, nos qualités, notre créativité, notre intuition, de se prendre en considération dans notre planning et de trouver des solutions originales, des solutions à certaines problématiques. Ça nous permet aussi de planifier les choses différemment, de manière à faire les choses dans une détente et que ce soit plus simplement un planning horrible que l'on subit, mais de se rendre compte qu'on a le droit d'y mettre un petit peu du nôtre, de mettre notre touche, notre patte et de le faire à notre rythme. Et comme par hasard, quand on s'accorde ce droit-là, comme par hasard, l'extérieur nous accorde les mêmes droits, vu que de toute manière, rien n'est négociable, c'est comme ça que j'en ai envie, c'est comme ça que je le fais et je le fais au mieux. Donc l'idée, c'est vraiment de se rendre compte à quel point revenir à nous et se remettre au centre de notre planning plutôt que de toujours vouloir changer l'extérieur, ça nous amène à modifier notre manière de vivre notre planning et ça nous permet de pouvoir mieux l'organiser et être plus détendu et se respecter beaucoup plus.